tout le monde et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre tour du monde livresque parce que vous voyez, j'étais en train de réfléchir, comme ça m'arrive parfois, et je me disais mais si on doit attendre que j'ai lu tous les livres que j'ai repérés par continent et vidéo, je sais pas quand est-ce que je vais leur tourner. Donc je vous propose de continuer ce tour du monde livresque avec pour certains continents des livres qui sont déjà lus et d'autres qui seront à lire. Il y a des continents, vous verrez, exemple aujourd'hui Amérique du Nord, j'en ai déjà lu plus de la moitié des 10 que je m'étais présélectionnée. Il y a d'autres continents, particulièrement Afrique, où j'ai lu très peu de choses et où ce sera surtout du coup des livres qui me font envie et que j'ai prévu de lire pour me valider ce challenge. Ce petit challenge, je rappelle qu'il n'existe pas ailleurs qu'ici, donc si vous voulez me rejoindre vous pouvez le faire aussi, ça me fera très plaisir de vous voir reprendre ce challenge, mais du coup il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... c'est un challenge sur la vie. Cette idée m'était venue il y a longtemps quand j'avais mon blog voyage, comme je l'explique dans la première vidéo où on parle des livres d'Europe. Et l'idée en fait au début c'était de faire un lien entre mes voyages et la lecture, donc de présenter des pays à l'aune de mes voyages en revenant avec des vidéos, des photos et aussi par rapport aux lectures de certains auteurs et autrices de chacun de ces pays. Pourquoi je suis essoufflée comme ça là, j'ai couru comme une malade. Avant toute chose, je voudrais prendre le début de la vidéo pour remercier les premiers contributeurs et contributrices qui m'ont envoyé des livres via la wishlist. Les livres seront bientôt présentés dans un book haul ici, mais ça me fait super plaisir de voir qu'il y a des parfaits inconnus qui acceptent de mettre quelques piécettes pour envoyer des livres à moi, voilà. Je vois ça comme des cadeaux qui arrivent par la poste et ça me fait un bien fou au moral, et en plus c'est des livres que j'ai trop envie de lire, donc forcément je suis trop contente. Donc je vous remercie de ce soutien là, ça a fait plus sens en tout cas pour moi que vous m'envoyez des bouquins d'occasion en plus, sans aucune obligation, donc je vous remercie pour ça, pour les premiers et premières qui font que je commence à recevoir des livres depuis quelques jours, et c'est trop cool. Bon, en vrai je crois que les livreurs doivent se demander pourquoi il y a des bouquins qui arrivent tous les jours dans mon tout petit bled paumé de la Marne, mais bon, ils vont commencer à connaître ma maison à force. Donc après la première vidéo sur l'Europe, il y en aura une deuxième, voilà, où j'ai déjà pas mal de titres qui sont lus et d'autres qui vont être à lire, que je souhaite lire et découvrir. Et ce matin, nous allons parler de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord qui est pour moi deux états, les États-Unis et le Canada. Alors certains vont dire le Mexique, mais moi le Mexique je l'ai plutôt inclus dans l'Amérique centrale. Donc quand il y aura ma vidéo sur l'Amérique centrale, le Mexique en fera partie. Le Mexique, j'adore l'Amérique du Sud. Oui. Alors dans cette palle spéciale Amérique du Nord, donc deux pays, ça a été très dur de faire des choix de livres à vous présenter d'auteurs et d'autrices américaines ou canadiennes. Parce que américain, je pense ne pas être la seule en disant que ce sont les auteurs, je crois, qui sont en majorité dans mes bibliothèques. Et du coup, il fallait en choisir que quelques-uns. Donc c'était vraiment quelque chose de compliqué. Mais voilà, j'ai fait varier, puis surtout j'ai parlé avec mon cœur. Donc il y a des livres que vous connaissez pas, il y a des livres dont vous avez déjà entendu parler sur la chaîne. Mais c'est des livres qui pour moi méritent le coup d'être connus et des auteurs et autrices qui le méritent. Et on commence tout de suite avec cet immense pays qui est le Canada. Canada, je rêve de venir sur tes contrées dès que le Covid sera passé. Pour le Canada, j'ai choisi deux livres qui me tentent depuis un moment et que je suis heureuse de vous faire découvrir ici car je n'en ai jamais entendu parler sur le booktube français. Pour vous parler des autrices de ce si beau pays qu'est le Canada, je voulais d'abord vous parler du livre Les filles de Laurie Lansen, qui est tout simplement un livre qui va parler de deux sœurs dont la vie, voilà, leurs jours sont comptés car elles vont subir, je crois, une opération chirurgicale importante car ce sont des sœurs siamoises. Le sujet des sœurs et des enfants siamois ou des personnes siamoises, moi je l'ai déjà lu dans un livre qui m'a bouleversée, qui est un des plus beaux livres au monde que j'ai lu, dans Inséparables de Sarah Crossman, qui est un livre en vers, donc qui se lit en plus avec poésie et douceur sur un sujet très dur et très impopulaire, en tout cas dont on parle peu, qui est voilà, les naissances d'enfants siamois. Et du coup le livre Les filles revient sur l'histoire de deux sœurs siamoises qui vont du coup subir cette opération, et donc dans leurs pensées, les jours qui viennent avant, on découvre leur vie et autres. Et moi ça me tente à mort parce que je me suis dit mince, mais j'ai lu qu'une seule lecture sur ce sujet alors que c'est quand même quelque chose d'important. Mais vraiment j'ai adoré découvrir des choses et me mettre à la place de ces personnes. Voilà, j'ai vraiment envie en fait de lire ce livre pour ce que vivent ces deux jeunes filles, et du coup c'est le premier livre que j'ai sélectionné pour le Canada parce qu'en plus il a fait pas mal parler de lui là-bas, ça a été un vrai succès littéraire et du coup je me suis dit on va faire d'une pierre deux coups, un sujet qui m'intrigue avec une autrice canadienne, et c'est parti pour le Canada. Le second livre que j'ai choisi pour le Canada et dont je voulais vous parler, il s'agit d'un livre qui s'appelle Les étoiles s'éteignent à l'aube, donc déjà c'est juste trop joli, et ça a été écrit par Richard Wagamese, j'espère que je le prononce bien, en tout cas moi
moi c'est ce qui me vient instinctivement. C'est un livre qui va raconter l'histoire d'un jeune homme qui va être appelé au chevet de son père. Voilà, son père est mourant. Et voilà, il a 16 ans, il va découvrir que son père en fait est un alcoolique et son père lui demande une dernière chose avant de mourir, c'est de l'accompagner au pied d'une montagne qui est le lieu où on enterre les guerriers. En faisant ce périple avec lui, en fait, il va découvrir déjà les paysages incroyables de toute la Colombie-Britannique. Alors il faut savoir que s'il y a bien un endroit au Canada que je rêve de découvrir, c'est la Colombie-Britannique, donc j'y vais aussi un peu pour ça dans ce livre. Et en fait, il va découvrir donc évidemment tout le passé de sa famille et ses origines amérindiennes. Et donc je me suis dit que je ne pouvais pas parler du Canada sans choisir un livre sur les Amérindiens et sur leur histoire. Et du coup ce livre pareil a fait pas mal de bruit en France aussi et je me suis dit qu'il serait parfait pour ce challenge et pour représenter ce grand pays qu'est le Canada et dont je ne connais pas l'histoire. En vrai, je connais les grandes lignes, les grands clichés, mais je n'en sais pas grand chose et j'espère à travers ce roman... Voilà, le précédent roman c'était vraiment parce que la thématique était forte pour moi et que je me dis que forcément je vais découvrir un peu de choses sur le Canada au travers d'une histoire contemporaine. Là c'est vraiment plus découvrir la culture amérindienne, les paysages, l'impact que la modernité a eu sur ces peuples et autres, et du coup voilà, ça me tente vraiment beaucoup. Ce qui s'ensuit, ce sont les États-Unis. Vous allez me dire c'est pas trop juste d'en avoir pris que 2 pour le Canada et 8 pour les États-Unis, mais en fait j'ai vraiment été honnête avec vous. Et pour les États-Unis, du coup, il y a 8 livres que je vais vous présenter et il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas encore lu. C'est-à-dire que là je vais vous parler de livres que je connais et que j'ai lus. Ah non, il y en a 2 que j'ai pas lus, autant pour moi. Je vais peut-être commencer par les 2 que j'ai pas lus. Pour Qui sonne le glas, Ernest Hemingway, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. J'ai récupéré un second Hemingway qui est L'adieu aux armes, je crois que c'est ça, hein, L'adieu aux armes. Peut-être que ce sera celui-ci que je lirai, mais en tout cas je veux lire un Hemingway car j'ai envie de découvrir cet auteur. Voilà, je n'y vais pas par timidité et par pudeur, mais qu'est-ce que j'ai envie de découvrir. Puis surtout ces livres sont de beaux pavés, où c'est écrit tout petit dedans. Et vraiment du coup je me dis oh là 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 là, mais si ça me plaît pas, ça va prendre des plombs, mais il faut vraiment que j'y aille. Donc Pour Qui sonne le glas, c'est l'histoire, on suit l'arrivée et la montée du franquisme en Espagne, voilà, à travers des jeunes combattants lors de la guerre d'Espagne. J'ai vraiment du coup envie de découvrir Hemingway et je ne pouvais pas parler des États-Unis sans parler de cet auteur emblématique. Un autre auteur emblématique dont j'ai déjà parlé des souris et des hommes sur cette chaîne, j'ai choisi de lire À l'Est d'Éden de John Steinbeck, voilà, John Steinbeck qui est vraiment un auteur qui m'intrigue depuis mon coup de cœur pour Des souris et des hommes. Je viens d'en récupérer un qui s'appelle La Perle aussi. Mais là pour le coup c'est vraiment À l'Est d'Éden. J'ai jamais vu le film, j'en ai toujours entendu parler lors de mes études de cinéma et je me suis dit bah lis le bouquin avant de voir le film. C'est un homme qui exploite des terres agricoles au début du XXe siècle pendant la Première Guerre mondiale. Il est aidé de ses 2 enfants, ses 2 fils, je crois qu'ils sont jumeaux, je sais plus, enfin voilà, de ses 2 fils, ça c'est sûr. Et en fait voilà, il les aide tous les jours. L'un des 2 fils est persuadé que son père ne l'aime pas ou l'aime moins que son frère et en fait fait tout pour attirer l'attention de ce père distant et sévère. Voilà de quoi ça parle À l'Est d'Éden. Donc ça va encore être, connaissant Steinbeck, des portraits d'une force et qui risque de rester marqué longtemps. J'ai un peu peur en fait d'être déçue d'en lire d'autres de lui parce que Des souris et des hommes a tellement été marquant pour moi que je me dis que forcément je vais m'attendre à ce que tous ces livres soient tout autant marquants, ce qui n'est peut-être pas le cas. Voilà, ça c'est les 2 livres que je n'ai pas lus. Maintenant on passe aux livres que j'ai déjà lus. Et il y a un peu de tout, hein. J'ai pioché dans plein de genres littéraires différents, dans des époques différentes, pour vous présenter selon moi ce qui se fait de mieux. Je pouvais pas tout mettre, mais ce qui se fait de mieux en littérature américaine. On commence tout de suite par un de mes livres préférés de tous les temps, qui est toujours sur mon podium actuellement et qui n'a toujours pas été délogé. Il s'agit d'un classique de la littérature américaine, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee, qui est pour moi un bijou de littérature. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur raconte l'histoire de Scout, une petite fille assez étonnante et pétillante. Dans la première partie du XXe siècle, voilà, cette petite fille vit dans les États du sud des États-Unis. Elle vit avec son frangin, elle n'est pas très petite fille cliché de l'époque parce qu'elle aime porter des pantalons, des salopettes, grimper aux arbres, jouer au lance-pierre, jouer à la bagarre, elle laisse pas trop marcher sur les pieds et elle vit avec son père, Atticus, qui est un avocat et qui du coup est très respecté dans la ville de par son rôle d'avocat. Sauf que Atticus un jour va décider de représenter
voilà, donc de prendre la défense d'une personne de couleur noire qui est accusée du viol d'une jeune femme de couleur blanche. Et alors là, évidemment, comment dire, la question de racisme, d'inégalité raciale aux États-Unis est encore à l'œuvre de nos jours, donc imaginez au début du siècle dernier. Donc forcément, ça va déchaîner les avis, les colères de tout le monde. Et Atticus va du coup vraiment essayer de défendre cet homme. Donc l'histoire est en fait en parallèle, on suit la vie de Scout, cette petite fille, dans son village, avec ses amis, avec son frangin. Elle a un voisin un peu mystérieux qu'elle aime bien espionner, enfin de tout ce qui se passe. Et parallèlement à ça, la mise en place de la défense de cet homme accusé, à tort ou à raison, je vous en dis pas plus, voilà, et dont le père a décidé de prendre la défense. Ça va forcément avoir des conséquences sur la vie de Scout, qui n'est qu'une petite fille et qui veut comprendre un peu quel est le problème, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. J'ai essayé de vous le résumer sans trop vous en dire, mais qu'est-ce que j'ai aimé ce livre. Ce livre depuis toujours, depuis le lycée, je me revois quand on traînait à la Fnac avec les copains. À chaque fois je le voyais, je trouvais le titre super, la couverture grise avec la petite fille là en édition française qui est très connue, pareil il m'intriguait beaucoup. Je suis jamais allée le lire et ma cousine Sophie me l'a prêté, je lui ai jamais rendu, il est toujours là. Et j'ai été transcendée, bouleversée, totalement retournée par cette histoire en me disant mais pourquoi je n'ai pas lu ce livre plus tôt. Donc il était impossible pour moi de vous parler des livres américains, pour vous parler d'Harper Lee. J'ai pas lu la BD, par contre il y a eu une BD qui a été adaptée, les dessins ne m'attiraient pas trop donc je suis pas allée voir que cette adaptation valait, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le second livre dont je veux vous parler, il s'agit, alors là on va dans de la science-fiction, attention mais c'est vraiment un livre pertinent et même si la science-fiction n'est pas votre truc, il faut le lire car c'est science-fiction au sens large du terme. Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui a une grosse déficience mentale, beaucoup plus poussée qu'un Forrest Gump pour qu'on puisse comparer, et qui voilà, va être l'objet d'une étude scientifique où on va tenter de lui greffer de la matière grise en fait et de le rendre très intelligent. Ce qui est génial, c'est que l'écriture est écrite en fonction du degré d'intelligence du personnage, c'est-à-dire qu'au début les premières pages, il y a des fautes d'orthographe dans tous les mots, on a l'impression que c'est écrit par une personne avec une dyslexie très forte, vraiment par un enfant, même le raisonnement, vous voyez, on est vraiment dans la tête d'une personne porteuse d'un handicap mental. Et petit à petit que les expériences avancent, son discours, sa manière d'être change et évolue. Et ça c'est génial, c'est une expérience de lecture incroyable. L'histoire est tout aussi simple, vous allez suivre l'évolution de cet homme, de ce jeune homme, du moment où il a cette déficience mentale jusqu'à ce que petit à petit l'opération le fasse devenir intelligent, voire brillant, voire un véritable génie, et du coup de tout ce que ça va changer dans sa vie, pour son entourage. Et c'est vraiment un livre, vous l'oublierez pas en fait, c'est une expérience, c'est vraiment une aventure, c'est quelque chose à vivre. Moi ça m'avait retourné l'esprit, je l'avais lu d'une traite et qu'est-ce qui va le rendre plus heureux au final? Est-ce qu'il n'était pas plus heureux quand il était moins intelligent? Est-ce que au contraire maintenant qu'il est brillant et respecté de tous, le bonheur est plus simple pour lui? Ça pose vraiment beaucoup de questions existentielles et surtout ça pose la question sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Est-ce qu'il n'y en a qu'une seule forme? Dans notre société oui. On sait pourtant tous qu'il y a différentes formes d'intelligence et je pense qu'il y a autant d'intelligence qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Voilà, ce livre est vraiment très pertinent, je vous invite à le découvrir. On continue avec Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ça c'est pareil, c'est un des livres dystopiques qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie, à l'instar de 1984 ou du meilleur des mondes, etc. Fahrenheit 451 c'est très simple, nous sommes dans un futur donc dystopique, dans une société où les livres sont interdits. C'est interdit la lecture, ce sont vraiment des objets du mal. Là, il y a des pompiers, mais les pompiers en fait leur travail n'est pas d'éteindre les incendies, mais de provoquer des incendies chez les personnes qui cacheraient des livres. Voilà, donc de mettre en place des autodafés en fait, de brûler les livres et de les découvrir. Un jour, l'un de ces pompiers, pendant une intervention, va trouver un livre et le ramener chez lui et ça va changer sa vie. Nous sommes dans un monde où les gens ne vivent qu'au travers des écrans intelligents avec qui ils échangent et autres. Et c'est un livre qui a été écrit il y a longtemps, j'écrirai l'année là parce que j'ai peur de vous dire une bêtise, mais vraiment, quand on voit l'évolution qu'il y a eu depuis l'écriture de ce livre, quand on observe les déviances, les dérives de notre époque, on se dit que Ray Bradbury n'était pas si loin. Imaginez un avenir où les gens n'ont plus accès aux bouquins. Non mais vous et moi on survivrait comment? Imaginez un avenir où la connaissance ne vient que par les écrans qui sont eux-mêmes contrôlés par l'État. Imaginez un avenir où les gens sont tellement... Enfin c'est tellement glauque, ça fait tellement peur.
Et ce pompier là qui a toujours brûlé tous ses bouquins, qui va être fasciné par un livre et qui ne pourra pas expliquer pourquoi, vraiment il faut le lire. C'est très particulier, hein, comme toutes les dystopies écrites au cours du XXe siècle, il y a quelque chose d'assez lent dans le rythme et autres, mais vraiment c'est un livre qui va vous marquer pour toujours, vous allez vous en souvenir. Et ça fait peur d'imaginer que peut-être, quand on voit un petit peu toutes les descriptions prophétiques qu'il a fait, car il y a beaucoup de choses qui moi ont fait écho à la vie quotidienne, voilà, avec ceux qui l'ont lu on pourra en parler, des petits détails. Et vraiment c'est un très grand livre, il faut le lire. Je voulais ensuite vous parler d'une autrice qui s'appelle Siri Hutesvett et de son livre Tout ce que j'aimais, qui m'a été offert par Caro il y a un peu plus d'un an. Je n'ai lu qu'un seul livre de Siri Hutesvett, mais j'en ai deux autres qui m'attendent dans ma palle et je trouvais vraiment que Tout ce que j'aimais était une très bonne introduction. Dans Tout ce que j'aimais, nous allons suivre l'histoire de deux couples américains qui sont des artistes, si je dis pas de bêtises, à New York. Voilà, il y en a un qui est sculpteur, l'autre qui est peintre, l'autre qui est critique d'art. Nous avons vraiment deux couples passionnés des arts plastiques particulièrement et les arts oraux aussi, car je crois qu'il y a un peu de poésie de mémoire. Ces deux couples en fait vont mener une vie un petit peu à quatre parce qu'ils vivent dans deux appartements dans le même immeuble et il va leur arriver beaucoup de choses dans leur vie de manière assez simultanée. Ils vont évoluer dans leur carrière artistique en même temps, ils vont avoir des enfants en même temps, etc. etc. Et je trouve que c'est un très beau livre dans le sens où ça nous décrit vraiment l'existence et la vie, enfin les formes improbables que peut prendre la vie, parce qu'au début ils sont jeunes, ils sont dans leurs idées, leurs idéaux, leurs pensées créatives. On découvre vraiment beaucoup de choses sur l'art plastique. Alors moi c'était peut-être la seule chose qui m'embêtait un petit peu à la langue parce que le livre est assez conséquent et des fois il y a vraiment que des pages qui décrivent des expos et c'est vrai que moi j'y connaissais pas grand chose, des fois j'avais un peu du mal à visualiser parce qu'il faisait beaucoup de comparatifs avec des artistes existants. Donc bon, si vous êtes passionné en plus d'histoire de l'art, d'art plastique, de sculpture, de peinture, de performance artistique, bah ça va encore plus vous plaire. Mais moi vraiment ce qui m'a plu dans ce livre c'était le quotidien de deux couples racontés. Le rythme est assez lent et pourtant on ne s'ennuie pas. L'évolution de leur vie, le tournant que va prendre leur vie, qu'on ne voit pas arriver, et en fait je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleure manière de décrire la vie. Parce que moi si on m'avait dit il y a 10 ans que j'en serais là aujourd'hui, je pense que je rigolerais très fort. Et c'est vraiment ça qui m'avait marqué. De plus ce sont des personnages très originaux et très intéressants sur leur manière de penser, de voir le monde, et je trouve que ça fait un tableau assez, je pourrais pas dire fidèle car j'y suis jamais allée, mais en tout cas assez pertinent et intriguant du New York des années 70, 80, au milieu de tous ces courants artistiques, sa politique, cette émulsion qu'il y avait à New York dans ces années-là et aux États-Unis en général. Et vraiment c'est un livre qui m'a marqué. Alors Siri Hutesvett a une manière d'écrire qui est simple mais bouleversante parce qu'elle emploie les bons mots et Dieu sait que c'est important, enfin Dieu sait à quel point j'accorde une importance aux bons termes, même si moi dans ma vie à l'oral j'ai du mal à les ressortir. Quand je lis c'est vraiment, je trouve que sa plume est très riche et accessible et du coup chaque émotion, chaque situation, chaque petite réflexion des personnages est très pertinente et sonne juste. Et moi je me rappelle que je fermais le bouquin et je réfléchissais vachement longtemps à des choses que voilà un personnage avait dites ou à une évolution d'une relation entre deux personnages. Voilà, donc c'est vraiment un livre intéressant. Du coup j'ai vraiment envie de lire d'autres livres d'elle. Voilà, j'aurais pu vous présenter son amoureux, hein, Paul Auster, mais je me suis dit que j'allais plutôt parler d'elle. Je voulais vous parler de 1000 petits riens de Jodi Picoult parce que je trouvais qu'en plus du fait que Jodi Picoult est clairement ma découverte en termes de plumes de ces derniers mois, que la thématique de 1000 petits riens qui est la question raciale entre les personnes de couleur noire et blanche, les suprémacistes blancs, les discriminations et le racisme qui est probant et bien ancré dans l'histoire des États-Unis. Je me disais que ça tombait, voilà, ça faisait sens de parler de ça pour parler des États-Unis. Mais je vous en ai déjà tellement parlé que je vous envoie plutôt vers mon top 2020. Et je vous en ai parlé tellement d'autres fois que je me suis dit allez, je vais en parler d'un autre de Jodi Picoult dont j'ai parlé que dans un seul vlog, qui est La tristesse des éléphants, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui vit avec sa grand-mère et qui recherche sa maman. Sa maman a disparu et depuis longtemps, depuis qu'elle est toute petite, voilà, elle n'en a pas de souvenir. Et sa mère était connue et reconnue comme étant une spécialiste du comportement animal et notamment des éléphants. Comme souvent avec Jodi Picoult, ce sont des romans chorales, donc avec le point de vue de plusieurs personnages. Cette jeune fille, quand elle va commencer les recherches pour
retrouver sa mère, elle est adolescente et elle va aller voir en fait une voyante qui a été très réputée à une époque pour passer à la télé et notamment elle intervenait dans des disparitions d'enfants. Elle utilisait son don pour aider les enquêteurs et autres à retrouver et souvent elle a réussi à retrouver des enfants. Et donc elle va voir cette femme dont la carrière s'est bien dégradée avec le temps et il va y avoir un autre personnage qui va aussi participer à cette recherche. C'est un détective, ancien policier qui avait travaillé évidemment sur l'enquête à l'époque. Donc là on est dans un personnage un peu cliché mais bon voilà, qui maintenant se planque, qui est alcoolique et veut à tout prix résoudre cette enquête. Ce trio donc assez comment dire, surprenant parce que ce sont trois profils très différents, vont travailler ensemble alors qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ont des valeurs différentes, des manières de penser différentes. Enfin vous imaginez un ancien flic et une voyante de télé, de plateau télé, c'est sûr que ça fait des étincelles. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment qu'en fait en parallèle donc de ces enquêtes avec le point de vue de ces trois personnages, on revient aussi dans le passé de la maman jusqu'au jour de sa disparition. Le passé de la maman en tant que scientifique qui étudie le comportement des éléphants est passionnant parce que j'adore les éléphants et que j'adore le monde animal et que ça, je pense que ça a été transmis par mon frangin. Qu'il le veuille ou non, hein, à suivre ses aventures, forcément j'ai été intriguée, je me suis intéressée et maintenant je suis moi aussi contaminée par pas mal de choses. La tristesse des éléphants est vraiment incroyable, car les éléphants sont des animaux incroyables que j'aime vraiment d'amour. Cette scientifique établit la théorie que les éléphants ressentent des émotions, on pourrait dire humaines. Voilà, vous savez très bien qu'on n'est pas les seuls à ressentir des émotions, dont la tristesse. Donc elle fait toutes ces enquêtes là-dessus, toutes ces recherches scientifiques là-dessus, évidemment, il y en a beaucoup qui viennent l'attaquer et tout. Et c'est très intéressant parce qu'on en apprend beaucoup sur le monde animal. Il y a plein d'anecdotes, elle va en Afrique, elle va aux États-Unis, elle va travailler dans un refuge. Et en fait, il y a l'enquête qui nous tient en haleine avec ces trois personnages qui fonctionnent tellement bien ensemble et parallèlement le passé de cette maman et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a disparu un soir comme ça. Il y a eu tellement d'éléments, je vous jure, c'est une véritable enquête. Moi j'arrêtais pas de me dire mais qu'est-ce qui s'est passé, et la fin m'a surprise et m'a eu et m'a touchée. Et voilà, donc j'ai décidé pour vous parler de Jodi Picoult de parler de la tristesse des éléphants pour changer un petit peu. Faut savoir que Jodi Picoult, j'ai regardé un peu sa bibliographie, elle prend toujours des thématiques très fortes, pas forcément difficiles mais vraiment très précises. Donc je pense qu'elle fait un très gros travail de recherche, cette autrice. Et voilà, donc toute sa bibliographie a rejoint ma wishlist, hein, même ses livres les plus anciens. Je compte tous les lire et tous les découvrir parce que vraiment, 2 livres d'elle, 2 incroyables coups de cœur et 2 lectures qui resteront gravées dans ma mémoire, je pense, pour très longtemps. Et pareil, pour la dernière autrice, c'est une autrice dont je vous parle souvent et dont j'ai parlé dans le dernier vlog car je viens de lire un de ses derniers livres. Je voulais vous parler de Liane Moriarty car je trouve que c'est une des autrices modernes, quand je dis moderne, c'est vraiment contemporaine de notre époque, qui fait beaucoup parler d'elle partout dans le monde avec ses bouquins parce que ses bouquins sont super chouettes. Je vous parle très souvent de Petit secret grand mensonge qui a été adapté en série du coup à Big Little Lies avec Nicole Kidman pour ne citer qu'elle. Je vous parle aussi souvent du premier livre d'elle que j'ai lu, Le secret du mari, qui avait été un vrai coup de cœur et qui fait que depuis, dès qu'il y a un livre de Liane Moriarty, je vais le lire. Et je me suis dit que pour changer, j'allais vous parler de mon 3e préféré. Voilà, parce qu'après, en tout moi j'en ai lu 5. Il y en a 3 pour moi qui sortent du lot, puis les 2 autres sont très sympas mais ne sont pas des coups de cœur. Qui s'appelle Un peu beaucoup à la folie et qui va raconter l'histoire d'une amitié entre 2 femmes. Voilà, elles sont à l'âge adulte, elles sont chacune en couple, l'une a 2 enfants, 2 petites filles et l'autre n'a pas d'enfants. Et en fait un dimanche après-midi, leur vie va basculer. L'une de ces 2 amies va demander un service, un très gros service à l'autre. Va-t-elle l'accepter? Va-t-elle refuser? Tout ça se passe pendant une sorte de repas qui se transforme en barbecue avec des voisins et il va se passer tellement de choses, mais tellement de choses. Et moi ce livre m'a marqué parce que bon déjà vous verrez il y a plein d'intrigues différentes, forcément il y a plein de points de vue parce qu'on est du point de vue de tous les personnages qui participent à ce barbecue. Je crois qu'ils sont 6 adultes, je ne me rappelle plus s'il y a le point de vue des enfants, je crois pas, mais donc on a le point de vue des 6 adultes. On trace un peu l'histoire de l'amitié des 2 femmes pour en venir comment est-ce qu'on en arrive à une amitié si forte. Pour demander un service pareil à quelqu'un il faut vraiment être très proche, et donc vraiment c'est un bouquin qui vous interroge beaucoup. Et surtout il y a plusieurs scènes marquantes, dont une qui moi me hante encore, hein, tellement j'ai été, je sais pas, comme 2 ronds de flanc devant mon bouquin en me disant mais non. Et ce livre est génial. Et Liane Moriarty a une manière de dépeindre les personnages qui me plaît beaucoup parce qu'elle ne les embellit pas. C'est-à-dire que ces personnages sont très humains, car ils ont tous une part d'ombre et de lumière, ils ont tous des qualités et des défauts insupportables et des qualités admirables, ils sont vraiment comme vous et moi. Je trouve que c'est pas des clichés et j'ai récemment eu une remarque de Chloé avec qui je papote sur Instagram, voilà une abonnée, qui me disait qu'elle elle lisait Le secret du mari et qu'elle était choquée des propos d'un des personnages, qui sont des propos choquants en effet, qui moi ne m'avaient pas plus choquée que ça à la lecture parce que
justement c'est ce qu'il y a de détestable dans ce personnage, c'est qu'elle est... voilà, qu'elle fasse preuve de discrimination comme ça en pensant être dans son bon droit et autres. C'est un petit peu comme, je lui avais pris l'exemple des livres qui parlent de racisme. Forcément, si on a un personnage qui est raciste, il faut s'attendre à l'entendre dire des choses affreuses sur les personnes de couleur ou d'une autre culture ou d'un autre pays que lui. Du coup, ces personnages sont vrais parce qu'ils sont... on voit aussi les petites choses qu'on a tous au fond de nous qu'on n'ose pas avouer, les petites rancœurs, les petits secrets, nos colères, les choses qui nous dégoûtent, les choses qui nous effraient, enfin toutes ces choses qu'on ne dit pas. Et c'est pour ça que j'aime autant cette autrice, parce que je trouve vraiment que là, même le dernier que j'ai lu, 9 parfaits étrangers, qui pourtant je vous le dis n'est pas un coup de cœur, il y avait 9 personnages, j'ai trouvé que les 9 étaient d'une richesse, et je vous invite à lire celui-ci car j'en avais parlé sur mon Instagram, je sais pas si j'en avais parlé sur la chaîne, j'ai dû le faire dans un update lecture il y a longtemps. Et donc voilà les 10 livres que j'ai choisis pour vous présenter ce continent qu'est l'Amérique du Nord, que j'attends de vous dans les commentaires si vous êtes ok de me partager vous aussi des noms d'auteurs et d'autrices américains, américaines, canadiens, canadiennes. Parce qu'en vrai, je vais pas vous mentir, hein, pour faire mes listes, il y avait des livres que j'avais déjà dans ma wishlist, puis il y en a d'autres, j'ai tapé sur des sites, notamment Babelio qui est pas mal renseigné là-dessus, et Booknode, livres, auteurs canadiens, livres... Et puis je faisais un petit peu mon marché comme ça, notamment pour des continents comme l'Océanie ou l'Afrique, où j'ai lu très peu de titres. Je suis allée piocher un peu sur plein de sites, voilà, ça m'a pris plusieurs heures, mais vraiment histoire de me faire ma petite palle parfaite pour découvrir des continents, et avec des livres qui me tentaient trop. Canada, j'en ai vu plein. J'en ai pas vu que 2, mais voilà, il a fallu faire des choix et c'est les choix que j'ai fait. Pareil, littérature américaine, je voulais à tout prix vous parler des éditions Gallmeister, où je n'ai lu que 2 livres d'eux, mais où vraiment c'est que des livres. Vraiment, on est dans la culture américaine des États-Unis, c'est hyper fort. Que ce soit autant des classiques qu'ils rééditent comme Autant en emporte le vent que My Absolute Darling, dont vous avez entendu parler, Dans la forêt, pareil qu'on voit partout. Moi j'avais lu les 12 tribus d'Ati, qui était une de mes meilleures lectures 2020 aussi. Je l'avais pas mis dans le top parce que je m'étais arrêtée à 10, mais elle était juste derrière. Eux se spécialisent vraiment dans la littérature américaine et en plus allez voir cette maison d'édition parce que toutes les couvertures on a envie de les encadrer et vraiment c'est magnifique. On s'arrête là pour cette seconde vidéo pour continuer ce tour du monde livresque. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous ai présenté des bouquins qui vous donneront envie. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air à cette vidéo, de commenter pourquoi pas, ça me fait toujours plaisir de papoter avec vous. Il y a eu un groupe Facebook de créer, ça y est, une sorte de petite communauté, ça s'appelle Team Batmanon, vous cherchez ça dans votre barre de recherche Facebook, on n'est pas beaucoup, c'est un petit groupe bienveillant, on papote entre nous de nos lectures. Voilà, plutôt que moi je papote seule avec chacun d'entre vous, je me suis dit qu'on allait se regrouper. C'est un peu une sorte de club de lecture, voilà, certains font des lectures communes les uns avec les autres. Moi je participe comme n'importe quel membre. Donc comme je vous l'ai dit, je remercie les contributeurs qui m'envoient des livres. Si certains d'entre vous veulent m'aider un peu pour ma chaîne et fournir ma palle en livre d'occasion, voilà, je vous laisse le lien comme toujours dans le descriptif de la vidéo. Sur ce, moi je vous embrasse, on se retrouve bientôt pour la suite du tour du monde livresque avec chaque continent. Voilà, mes palles sont faites. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et maintenant c'est l'heure de l'apéro donc j'y vais. Ciao!